Il s'est passé plein de choses cette semaine dans les sphères technologiques. La Google I.O., le Microsoft Build doit probablement en parler dans cet épisode de 213 des Technos. Et pour cet épisode de 213, deux camarades de longue date, j'ai envie de dire, les vétérans des technos, des vieux quoi, en gros, que voici, que voilà. Sébastien d'un côté, en pleine forme. T'as vu ça force le respect. Et de l'autre côté, Marc, un petit peu souffreteux, Marc, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, mais fidèle au poste quand même. Mais fidèle au poste quand même. Ça faisait un moment qu'on vous avait pas vu. Enfin, Sébastien, c'est plus récent. Marc, ça date d'un petit peu plus longtemps. Ouais. Mais c'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir une fois de plus dans un épisode des Technos. Il y a eu plein de choses cette semaine, je l'ai dit en intro, mais on va détailler ça dans quelques instants. Je voulais juste qu'on passe en revue rapidement le courrier des auditeurs de cette semaine. On a reçu quelques messages par rapport au hors-série qu'on vous a proposé cette semaine, consacré aux véhicules électriques, où on est revenu sur quelques informations techniques, quelques données techniques avec un nouveau chroniqueur qui s'appelle Aurélien, que vous aurez encore l'occasion de voir dans un épisode prochainement d'ailleurs. Il y a eu quelques commentaires, des remerciements, etc. C'est super. Il y a quelqu'un qui a eu très mal à la tête, manifestement, suite à ce hors-série. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis par rapport à l'épisode précédent, quelqu'un qui est tout tristoun, comme toi sans doute Marc, par rapport à l'annonce Anki d'arrêter le petit robot, enfin d'arrêter Anki tout court, hein, le petit robot Cosmo, ça t'a fait quelque chose quand même, il faut le dire. C'est triste, c'est dommage. C'est dommage surtout parce que je sais pas, depuis quelque temps, je me tâtais pour voir si j'allais lui prendre son grand frère, puisqu'il y a une nouvelle génération qui est sortie, qui avait l'air beaucoup plus intéressante, qui coupait le fil avec pas mal de contraintes, mais bon, je le ferai peut-être encore parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver et les SDK sont là et le matériel est là, mais voilà, partir dans un dead end d'entrée de jeu, c'est un peu paglope. Donc voilà, oui, je suis pas en deuil après tous les trucs qui sont tués tous les jours. Mais c'est dommage parce que la boîte était prometteuse. Ouais, tu confirmes, ça va continuer à fonctionner, le petit bidule, on peut encore s'en servir. Normalement, c'est censé, à partir du moment où tu as l'appli, enfin en tout cas dans mon cas, si tu as l'appli sur ton iPad, si tu as tes scripts, si tu as le truc qui fonctionne, s'il n'y a rien qui transitait par leurs infrastructures à eux. Maintenant, le nouveau modèle, je ne sais pas. Je ne me suis pas documenté suffisamment. Ok, bon, ben on en reparlera à l'occasion. On fera peut-être un hors-série sur comment ressusciter le petit robot Cosmo. Voilà, pourquoi pas. Avant de passer à notre abécédaire, sauf si Sébastien avait quelque chose à rajouter sur cette... Non, d'accord. Donc avant de passer à notre abécédaire classique, j'ai envie de vous dire un petit message d'intérêt général. Bonjour Bruno. Bonjour Marc, Bruno Guglielminetti ici de Montréal. Oui, vous avez reconnu avec l'accent. Je salue au passage tes chroniqueurs et je salue aussi tes auditeurs que j'invite à venir faire un tour sur moncarnet.com une fois que les technos sera terminé. Je vous invite donc à venir faire un tour de notre côté de l'Atlantique. Vous allez voir, on fait une revue de l'actualité un peu différente avec des chroniqueurs et aussi des invités. Alors, mon carnet, c'est sur moncarnet.com. Au revoir, puis bonne suite, bonne fin de les technos. La lettre A, c'est la première lettre de notre abécédaire cette semaine. La lettre A, forcément, on n'allait pas en trouver une autre. A comme Android TV, pour une fois changer. Sébastien, c'est pour toi, je pense. Non, c'est plutôt pour Marc. C'est quelque chose qui est ressorti du côté au moment de la Google I.O. cette semaine. C'est une des infos de cette idée-là, c'est ça ? C'est une petite info, effectivement, qui est passée, bon, on va pas dire inaperçue, mais relativement mineure par rapport à tout ce qui a été annoncé. Par rapport au Pixel 3, par exemple, c'est un truc qui faisait un peu figure de news outsider. Elle est à peu près à mettre au même niveau que l'annonce d'un bon gros coup de polish sur Android Auto. Voilà, ils mettent un peu leur plateforme à niveau. Android TV, le successeur de Google TV, qui est mort un peu dans l'indifférence générale parce que, voilà, personne n'a vraiment jamais adopté le truc, jusqu'au point où Google a tué son propre hardware qui, à l'époque, faisait tourner la plateforme. Android TV reste quand même un truc assez sympathique. Seb et moi, nous sommes tous les deux un peu convaincus depuis longtemps, notamment parce qu'on travaille avec des petites boîtes qui s'appellent des Shield de NVIDIA et qui sont aujourd'hui les meilleurs lecteurs médias qui existent et qui embarquent Android TV. Mais Android TV commence à souffrir un peu de la comparaison par rapport à d'autres plateformes concurrentes
ou autres, simplement, style ce que fait Amazon Fire, ce que fait Apple avec l'Apple TV, ce que fait Roku. Donc voilà. Et il souffre encore toujours de la comparaison avec tous ces petits boîtiers qu'on trouve facilement sur des sites plus ou moins recommandables, qui sont globalement des petites box avec un OS Android standard 7 ou 8 et une petite couche qui permet un accès assez facile, etc. Donc il y a quand même une concurrence. Et finalement, Android TV ne s'est jamais vraiment démocratisé, en dehors de certaines marques bien précises qui l'ont intégré dans le hardware directement, style Philips, style Sony, etc., et des boîtes plus spécialisées comme la Nvidia Shield ou la Xiaomi Mi Box. Voilà. Maintenant, bon, Google revendique quand même plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, revendique à peu près 3000 applications disponibles sur le store dédié à l'univers Android TV. Mais c'est vrai que le truc commence à dater un petit peu, et on sent d'ailleurs que Google commence à chercher, pas toujours heureusement d'ailleurs, des voies pour améliorer le bousin. Et notamment, il y a quelque temps, ils avaient fait des améliorations, enfin je mets des gros guillemets à amélioration, en commençant à injecter des contenus sponsorisés, heureusement débrayables, mais qui avaient foutu un peu le souk et qui avaient provoqué la colère de pas mal d'utilisateurs. Alors bon, ici, ils vont probablement commencer par des petites touches, par des trucs un peu légers, mais déjà comme un truc assez évident qui se retrouve dans les autres plateformes, c'est simplement à partir de l'interface de base pouvoir commencer à faire des previews de vidéos. C'est un truc qui fait gagner le temps. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les applications comme Netflix, Amazon Prime, etc. pour voir ce que vous voulez voir. Là, pour l'instant, vous avez les vignettes, vous devez lancer l'application et puis seulement vous accédez au contenu. Là, il y aurait déjà une petite truc en plus. Support de nouveaux codecs, support de nouvelles technologies, je suppose, nouvelles résolutions. Voilà, on sait juste qu'ils vont probablement mettre un bon gros coup de peinture dessus. Affaire à suivre. Voilà. C'est aussi dû sans doute aux annonces Apple TV. Hein. On se rappelle, il y a quelques semaines maintenant, il était fortement question de l'application Apple TV qui va pouvoir être aussi portée sur d'autres devices. Donc c'est une réponse. C'est une réponse. Maintenant, la forme de la réponse, on ne sait pas encore vraiment quelle forme elle va prendre. Oui, c'est ça. Moi, j'étais assez étonné. Enfin, j'ai testé un petit peu parce que voilà, on touche un petit peu à tout, hein, chacun dans nos domaines. Je suis assez positivement surpris de l'efficacité de l'Android TV tel qu'il existe aujourd'hui. Je l'utilise sur une Mi Box S. Modèle européen forcément, et ça fonctionne bien. C'est propre, c'est Seb. Mais oui, enfin, je trouve assez dommage qu'on dise qu'Android TV n'a pas un succès par rapport à ce qu'il avait avant. Avant, il y avait la Logitech Revue qui était juste un petit boîtier qui a fait bon, voilà, très, très peu d'utilisateurs. Ici, on parle quand même d'un doublement chaque année d'activation. Et puis, au niveau des Smart TV, il y a Sony, il y a Philips, il y a Sharp, il y a Toshiba, il y a Sense, il y a Grundig, il y a Haier, il y a Beko, etc., etc. Il y en a encore un paquet d'autres. Et tu trouves ça un peu dans tous les sens. Effectivement, tu as tous les box, mais tu as tous les box des opérateurs aussi. Tu vois, chez nous en Belgique, Proximus, qui va sortir une nouvelle box pour regarder la télé. Ce sera sur base d'un Android. Donc, c'est un peu le truc libre que tout le monde utilise pour pouvoir mettre ses surcouches assez facilement sans devoir payer un pont pour pouvoir mettre un OS un peu propriétaire derrière. Donc, voilà, c'est dû à l'architecture, c'est dû à l'architecture même d'Android qui a été conçue dès le départ, je dirais même l'Android Phone, hein, pour justement assumer entre guillemets la surcouche et pouvoir être quelque part distribué comme on dirait en marque blanche. C'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, et tous les opérateurs, enfin toutes les télés ont à chaque fois rajouté toutes leurs applications spécifiques. Si tu prends les télés Philips, ils ont une application Android qui contrôle tous les settings de la télé. Donc c'est pas juste un Android qu'on fait tourner, c'est l'Android, c'est la base de la télé, c'est lui c'est l'OS de la télé. C'est l'OS de la télé. Donc je trouve que sachant le peu d'efforts que fait Google sur Android TV, ils ont énormément de chance. L'écosystème s'est vachement bien développé. Donc si maintenant ils mettent un petit peu d'efforts dessus, c'est tout bénéfice pour des utilisateurs comme vous et moi.
Alors, il faut reconnaître aussi que du côté de chez Google, par rapport à Apple, par exemple, ou à c'est marrant dans les sphères technologiques, il y en a, dès qu'ils touchent à quelque chose, il faut une mise à jour qui plante ou qui fait un petit problème, etc. Ça fait des grosses lignes et des gros titres dans tous les journaux, même mainstream. Je sais, par exemple, pour l'avoir vécu, que Google avait fait une mise à jour sur l'ensemble des Google Chrome à distance partout, qui a fait planter certaines applications, certaines réponses aux applications permettant de caster, de faire du Chromecast. Je parle de Chromecast ici, hein, du device Chromecast, je vais y arriver, qui avait été mis à jour, et ils ont dû faire un rollback parce que plus personne n'était content de ce qu'ils avaient proposé. Mais ça, c'est pas fait pour rassurer l'utilisateur lambda si ça se reproduit, tu vois, sur de l'Apple TV, c'est le genre de choses qui arrive quand même très très rarement. C'est arrivé. C'est arrivé, ouais, moi sur l'Apple TV, mais rarement. Rarement. J'ai une Apple TV, iOS, c'est relativement bien, mais c'est rare. Non, je suis pas d'accord. iOS, Apple, ils ont fait des mises à jour toutes pourries par le passé. Il y en a eu un paquet. Quand ils sont passés à iOS 7, quand ils l'ont lancé, en un coup, tous les devices connectés sur le port 30 pins ne fonctionnaient plus parce qu'ils avaient planté un service qu'il fallait redémarrer manuellement, qu'on ne savait pas. Il a fallu attendre des mois pour qu'ils corrigent le truc. Ouais. Donc, non, voilà, on a la mémoire courte là-dessus, ils se plantent tous normalement, quoi. C'est vrai. Finalement, dans un monde parfait peut-être, mais pas là. On passe à la suite si vous voulez bien. B, comme Big Brother, c'est encore pire qu'on croyait en Chine. On avait fait un hors-série, un bonus, pardon, ou un hors-série, je ne sais plus, sur comment comment les technologies servaient à fliquer les gens, le public, les habitants chinois dans certaines villes. Apparemment, c'est pire. C'est ça, en fait, Seb. Oui, c'est pire. Et en fait, c'est un chercheur en sécurité qui a trouvé, bon, on va le citer, hein, comme ça, il a son momentum, John Whittington, salut John, et donc qui effectivement a trouvé une base de données non sécurisée qui était hébergée par Alibaba, parce que bon là, Alibaba, lui aussi, il fait du service web comme le fait notre petit Amazon. Et donc, il a trouvé ce truc là-dessus, et il dit, ben écoute, il a prévenu publiquement, Alibaba, qu'il y avait un twist, et le truc a disparu. Au vu du contenu que le gars a trouvé dedans, il dit que la base de données est probablement issue d'une entité gouvernementale chinoise, car elle permettait, enfin, elle récoltait toutes les informations de toutes les personnes qui étaient dans un certain quartier de Beijing. Donc c'était la capitale chinoise. Et alors, qu'est-ce qu'on trouvait comme info? Donc c'est toutes des caméras qui sont installées, entre autres, et il a découvert que dans la base de données, il y avait, sur base de détection faciale, une estimation de l'âge, de la pilosité, hein, donc savoir, tu vois, il est barbu, il n'est pas barbu. Oui. Il y a très peu de Chinois barbus. Oui, mais tu vois, nous, 2000 barbus, hein, donc je sais pas, il nous met peut-être un pourcentage. Hipster. La pilosité, donc l'humeur. Donc, savoir si tu es en train de tirer la gueule ou si tu souris. Donc, la présence de lunettes, d'un masque, et puis le plus dangereux, la détection d'une ethnie. Donc là, effectivement, pour savoir si c'était la majorité de la population chinoise, ou les Ouïghours, ou les Han, etc. Donc là, on dit c'est une telle ethnie, on en a chopé un, il est là. Et donc là, juste toujours uniquement sur base d'une reconnaissance faciale. Donc là, c'est quand même déjà assez stressant. Effectivement, je vous renvoie à notre hors-série. Et puis il y a d'autres news qu'on a parlé précédemment où la reconnaissance faciale a quand même un certain danger pour les libertés. Alors en plus de ça, ils n'utilisaient pas que le facial, ils détectaient tout ce qui était appareil technique, enfin voilà. Donc tu as un smartphone technologique, tu as un smartphone, tu as un portable qui est allumé, une tablette, un machin, et donc tout ce qui était email, ici, tout ce qui était reconnu était enregistré et logué en même temps pour pouvoir se dire c'est lui qui avait tel téléphone, tel machin, à tel moment, à tel endroit. Et apparemment, ça permettait aussi directement d'envoyer une certaine notification en disant on en a chopé un qui est barbu, mais par contre sans cheveux et qui tire la gueule, bim, on lui envoie les flics.
Oui, c'est ça. C'est juste, enfin, c'est hallucinant. Enfin, on en rigole, mais c'est triste, c'est hallucinant. Enfin, je n'ai pas de mots pour ce genre de truc. Ça veut dire que dans ce pays, à un moment donné, on va pouvoir pénaliser les gens juste parce qu'ils tirent la gueule, quoi. Il sera bon ton de sourire, quoi. Oui, voilà, où ils vont pouvoir effectivement tirer des statistiques sur plein de choses, sur leur population. Ouais, et si vous n'êtes pas heureux, faites semblant. En gros, c'est ça que ça dit aussi. Et même après, d'avoir collecté tout ça, tu te dis, avec une IA, qu'est-ce que tu peux en déterminer? Hein, on en revient toujours, mais certains films de science-fiction, on n'en est pas si loin. Hein. Qu'est-ce que tu peux déterminer sur... Minority Report, on y est. Hein. Oui, c'est ça. C'est souvent le film référence dans le domaine, hein, Minority Report. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Il est un peu... Il est temps, on va dire. Parce qu'il va être vite dépassé. Il est déjà un petit peu. Il est probablement déjà, oui. Oui, c'est ça. Parce que quand on entend ça, voilà, c'est quand même fort inquiétant. Et évidemment, on garde toujours un œil sur ce genre d'informations. Mais souvent, quand on a ce genre d'informations, c'est qu'il y a encore d'autres trucs encore plus gros qu'on ne sait pas. Hein. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, je veux pas jouer non plus, voilà, et crier au complot systématiquement. Mais bon, là, il me semble quand même que ce sont des informations vérifiées. Il n'y a pas eu d'exagération. Ce sont des sites sérieux qui en parlent. Pas uniquement celui dont on fait référence ici, mais d'autres aussi sont sérieux en parlent. Donc, c'est pas juste pour se faire peur, quoi. Hein. Voilà, non, on n'est pas dans une théorie du complot. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je voulais dégoupiller, enfin désamorcer plutôt, dégoupiller, ça c'est déjà fait, désamorcer cette idée-là. Marc voulait peut-être conclure. Non, moi je voulais juste dire, comme toujours dans ce cas-là, 1984 n'était pas censé être un mode d'emploi. Non. Là, ils sont en train de l'utiliser. Je l'ai vu passer aussi celui-là cette semaine. C'est bizarre. Ouais. On passe à la suite. Allez, un bug. Il y avait longtemps, Marc. Un bug, et pas n'importe quel bug, qui touche Firefox à l'échelle mondiale, pour le coup. Ouais, un truc assez croquignolet qui est parti le vendredi 3 mai dernier, qui était dû en fait à un certificat foireux et qui a globalement empêché tous les utilisateurs de Firefox dans le monde d'utiliser la moindre extension. Donc en fait, tous les add-ons que vous aviez sur votre Firefox jusqu'au 5 mai, date à laquelle Mozilla a réalisé un premier patch qui a fixé une grosse partie des problèmes, et un second patch qui a été réalisé le 6 ou le 7, je pense, qui fixait d'autres cas de figure. Voilà, il y a plein de gens qui se sont plaints parce que brusquement, ils voyaient passer des vidéos, des pubs, des commentaires qu'ils ne voulaient pas voir, des tas de trucs qui normalement n'existaient plus pour eux. Et voilà. Donc ça prouve qu'encore en 2019, pour un truc aussi fondamental qu'un browser qui est utilisé par des centaines de millions de personnes, ça peut foirer. C'est dingue. Enfin oui, à quoi ça tient ? À quoi ça tient, mais de nouveau, est-ce qu'on a encore la main sur nos outils, sur ce qu'on installe sur nos machines, etc. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu dépassés on a trop donné de droits aux gens, à ceux qui nous fournissent en applications qui nous servent bien, hein, soyons clairs, mais est-ce qu'on n'est pas allé un step trop loin ? Oui et non. Disons, pour les utilisateurs... alors, il n'y a absolument rien de péjoratif dans ce mot. Les utilisateurs mainstream qui se basent sur des versions standards de Firefox, de Chrome, etc. C'est vrai que d'une certaine manière, ils vont dépendre des firmes qui vont éditer ces browsers. Donc Chrome, c'est Google, Edge, c'est Microsoft, Firefox, c'est Mozilla. Et effectivement, s'il y a un truc qui coince quelque part à un niveau, il y a de fortes chances que vous soyez impacté. Maintenant, des browsers, il y en a une infinité, dont un paquet sont basés sur les mêmes technologies. Oui. Je prends par exemple un browser que moi j'utilise pour side effect, pour à côté des autres. C'est Pellmoon. C'est un truc qui est basé sur un fork d'une vieille version de Firefox. Il y avait encore des anciennes extensions qui marchent très bien et et voilà, il est continu. Les auteurs qui sont derrière ce fork continuent à le mettre à jour, mais il est décentralisé, donc il peut se passer des merdes en amont. Je ne serai pas impacté. Il y a d'autres browsers qui sont basés sur Chromium, par exemple, qui est la version libre, une source de Chrome, sur lequel Chrome est basé en partie d'ailleurs, et qui sont totalement déconnectés de Google, décentralisés de tout, sur lesquels acceptent les extensions aussi, et sur lesquels vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Même chose,
il reste encore, même si la part de marché utilisée, enfin gagnée par ce genre de browser est minime, il reste Opera. Opera qui n'arrête pas de sortir des nouvelles versions, avec Opera, la nouvelle version intégrée, avec Vivaldi, etc. Donc vous avez le choix, et simplement, vous pouvez choisir, et c'est très bien, de vous baser uniquement sur les grands noms du genre, mais sachez simplement qu'il y a d'autres possibilités, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que tu parlais de Chromium. C'est vrai que Chromium, maintenant, on va en trouver des morceaux dans Edge aussi, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, exactement. En fait, la nouvelle version de Edge va être grosso modo basée sur Chromium. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un truc de plus qui vient de chez Google dans d'autres appareils, mais c'est pas contraignant pour autant. Ça, on l'a bien dit. Je vois Sébastien un tout petit peu dubitatif sur cette question-là. Oui, moi j'utilise toujours Netscape 4, ça va très bien en HTML2. C'est vrai que pour les sites qu'ils visitent. Voilà, après tout. Mais je sais pas, ça me fait réagir. Tu dis, est-ce qu'on a donné trop de droits à la société? Oui et non. Pour Monsieur Tout le Monde et même pour nous, tu leur demandes de t'assurer une certaine sécurité. Et ils signent ces extensions où tu as la même chose sur ton portable. Ils vérifient les applications qu'ils te donnent. Donc, tu leur donnes un certain niveau de confiance. Et ben, ils signent toutes ces infos et donc tu leur donnes une responsabilité. Donc, c'est à eux après de s'assurer que ce qu'ils te donnent a atteint le niveau de qualité que tu leur as demandé. Effectivement, ici, le certificat est problématique. C'est des choses qui arrivent. C'est pas la première fois que ça arrivait à Firefox, mais la dernière fois, ils l'avaient remarqué avant que ça n'arrive chez les utilisateurs. Ici, ils se sont fait couillonner et c'est au moment où ça a commencé à sauter dans tous les sens qu'ils ont dû commencer à patcher le truc. Donc, ça a pris presque 24 heures. Pendant ce temps-là, c'était bloqué chez tout le monde. Donc, ça a été un peu le gros couac. Mais voilà, c'est la vie. Hein, comme on le disait tout à l'heure sur le portage Google, ça arrivera encore. Je trouve que c'est pas dérangeant pendant 24 heures. T'as pas ton extension AdBlock ou je ne sais quoi. Tu meurs pas, tu as toujours Internet. Non, tu vois. on est bien d'accord. Mais celui qui compte sur une extension spécifique pour des raisons X ou Y, il se retrouve. Mais tu as la même sur un Chrome ou un truc en général. Ouais. Donc tu changes de navigateur, tu vas un peu voir à côté, ça se passe toujours globalement. Ok, bon, pas plus, on n'est pas plus alarmé que ça. C'est juste assez rare. C'était juste assez rare pour le signaler, quoi, du côté de Firefox. Ça, on peut le dire quand même. On en est déjà, j'ai déjà, à la lettre C. Cette semaine, on fait, je vous le dis, on va faire toutes les lettres. Et même des fois plusieurs fois la même lettre. C'est comme calculateur, AMD et Cray construisent ensemble un supercalculateur. Ce sera sans doute le plus puissant du monde, si ce n'est le plus puissant du monde, Marc. Pendant quelques jours, on va dire, parce que généralement, ce genre de truc, c'est de la course à la puissance brute, c'est un truc totalement, c'est un truc totalement, c'est une course démentielle et c'est vraiment à coup d'hexaflop voilà. Donc, de toute façon, le calculateur en question fait partie d'une génération qu'on appelle hexaflopique. Je reviendrai là-dessus tout de suite, mais il faut savoir qu'en même temps, d'autres calculateurs de cette génération sont déjà en construction, qui ne devrait peut-être pas atteindre directement la puissance de celui-ci, mais qu'on sait qu'il y a encore d'autres projets pour aller plus vite, plus grand, plus cher, etc. Et quelque part, tant qu'on n'aura pas un accès grand public, parce que finalement, ça reste des machines sur lesquelles des tas de scientifiques du monde entier font faire des calculs et des simulations d'une complexité parfois inouïe, tant qu'on n'aura pas accès pour ces scientifiques et pour ces utilisateurs à de l'informatique différents styles des ordinateurs quantiques, on sera obligé toujours de monter en puissance, monter, jusqu'à atteindre, parfois des monstres de ce style-là. Alors, ce style-là, c'est un calculateur qui est construit par AMD, étonnamment, parce que généralement, c'est toujours Intel qui décroche ce genre de truc, et crée les monstres historiques qui faisaient les supercalculateurs. Et donc, ce truc est un calculateur hexaflopique, c'est-à-dire capable d'effectuer 1 milliard d'opérations par seconde. Pour mettre le truc en contexte, si chacune des personnes vivantes sur Terre faisait un calcul donné pendant 1 seconde, il faudrait à peu près 6 ans pour accomplir ce que ce bidule ferait en 1 seconde. D'accord. Voilà. Ça met les choses en perspective, ça calme un peu.
Ouais. Alors, ça va s'appeler le Frontier. Il est prévu pour une mise en ligne en 2021. Il a une puissance de calcul qui avoisine les 1.5 exaflops, donc ça fait beaucoup de calcul, de puissance. Et il est destiné au laboratoire national de Oak Ridge pour faire tourner principalement des simulations météorologiques et des simulations scientifiques de très, très, très haut niveau. Il dispose d'une bande passante de 24 millions de fois plus importante qu'une connexion domestique, donc notre petite connexion à nous. Pour vous donner une idée de nouveau, pour calmer, c'est 100 000 films HD à la seconde de taux de transfert. Voilà. Ça en fait des épisodes de Game of Thrones. Et le truc occupe 678 mètres carrés et compte environ 145 mètres de câble. Et aura coûté 600 millions de dollars, comme ça, vous avez tous les chiffres. Un coût qui va être rentabilisé, j'imagine qu'après, ils louent aussi du temps CPU à d'autres organisations. Ils sous-traitent sans doute la machine, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, à d'autres organismes scientifiques pour la rentabiliser. Cette machine va tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant Il y a beaucoup de chance, oui. Mais de toute façon, ce genre de bécane, c'est clair, hein, elle n'est pas censée s'éteindre un jour. Non, ou alors le jour où elle s'éteint, c'est que soit que les concepteurs se sont suicidés parce que les gars d'en face ont fait un truc de 1.6 exaflop et ils se sont fait harakiri parce qu'ils n'ont pas su le faire avant, soit simplement la machine est décommissionnée parce que il faut autre chose, il faut une autre architecture, et ce genre de choses évolue, même si in fine, comme je l'ai dit, ça se résume à qui a la plus grosse. Oui, c'est ça. Mais souvent, j'ai remarqué que les supercalculateurs sont mis en place, sont étudiés et ils sont créés essentiellement pour de la météorologie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté. Souvent, c'est le premier truc auquel on pense, c'est pour faire des simulations météorologiques, pour trouver des modèles. Je pense aux ouragans, par exemple, et des choses comme ça, pour essayer d'être prédictif, le plus possible en tout cas, par rapport à des phénomènes qui sont finalement naturels, essayer de les reproduire dans un laboratoire qu'elle est en fait la machine. C'est comme quoi la météo, je me demande si on va pas commencer chaque épisode avec un bulletin météo par exemple, parce que c'est porteur manifestement, non? Non, bon, d'accord, ok. On pourrait, franchement. Ils m'ont pas suivi on a déjà tenté de trouver des trucs informatifs comme accroche, un bulletin météo, bilan santé, des trucs comme ça. L'horoscope. L'horoscope, oui, pourquoi pas. Seb, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Oui, je regardais un truc parce que c'est marrant, j'avais regardé il y a quelques jours justement des infos sur d'autres supercomputers. Et Marc disait la plupart des machines sont sur de l'Intel. Alors, dans les 500 plus grandes machines, la plupart sont Intel ou AMD. Et il y en a quand même pas mal qui sont pour AMD, mais il reste 24. Donc, si vous avez fait des comptes, sur les top 500, moins 476, on est à 24, et qui sont ni sur de l'Intel ni sur de l'AMD, c'est des processeurs ARM. Ouais. Donc, il commence à y avoir quand même quelques gros supercomputers qui sont basés sur les processeurs qu'on utilise dans nos smartphones. Ouais. Et ça coûte nettement moins cher, ça consomme beaucoup moins d'énergie, mais il y a encore très peu de constructeurs aujourd'hui qui se lancent dans ce genre d'aventure. Alors, il y avait quelqu'un qui s'est amusé à construire un supercalculateur aussi sur base de PS2, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ou de Raspberry Pi, et des choses comme ça. Mais alors, il n'est pas dans le top 500, hein, parce qu'ici, on est quand même sur des 5184 CPU pour qui, eux, ont chacun 28 cœurs. Donc, tu vois, tu imagines le nombre de processeurs. Marc, pour conclure. Oui, juste un truc, il ne faut pas oublier non plus que ces bécanes aujourd'hui ont des puissances absolument hallucinantes, mais lorsqu'elles ont démarré, quand on remonte à la préhistoire des supercalculateurs, que vous avez une bécane comme un Cray YMP, globalement, vous avez quasi autant de puissance dans un Core i7 aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Ça évolue très très vite. Ça évolue très vite. Ça, on s'en était un petit peu rendu compte, ne serait-ce que sur le volume que prend la machine, hein, la taille que ça prend. Il y a toujours cette photo qui ressort régulièrement d'un disque dur de 40 mégabytes qui est livré chez IBM et qui sort d'un camion. C'est toujours assez impressionnant. Allez, on passe à la lettre F comme Facebook. Alors là, il s'est passé un truc. On dirait qu'on ne veut plus assumer chez Facebook. Le cofondateur de Facebook demande au FCC d'agir contre Facebook, quelque part, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien. Il faut rappeler ce que c'est la FCC. C'est un organisme de contrôle aux États-Unis. Alors, le FTC, c'est
Et fédéral, trade, commerce, je sais plus. Oui, c'est ça. Enfin, fédéral, trade, contre. Alors, Marc va me le retrouver. Fédéral Trade Commission, voilà. C'est ça. Fédéral Trade Commission, c'est ça. Et donc, le cofondateur qui n'est plus actif aujourd'hui dans Facebook, donc ça quand même à le préciser, donc Chris Hughes, qui était effectivement donc dans la chambre avec Mark Zuckerberg sur la création du truc et qui est resté quelques années, est parti déjà il y a quelques temps parce qu'il avait fait partie de l'équipe de Barack Obama. Donc, oui, c'est juste. Voilà, le gars a fait un peu de politique après et il a vendu toutes ses parts de Facebook depuis 2012. Donc, il n'a plus aujourd'hui d'actifs dedans. Et le problème, effectivement, qu'il soulève en disant, en tant que cofondateur, il faut un jour aujourd'hui faire quelque chose parce que aujourd'hui, même si Mark Zuckerberg est un gars gentil, donc il le tacle pas trop quand même, il dit même si le gars est sympa, il a un pouvoir entre les mains aujourd'hui qui est beaucoup trop grand pour une seule personne. Il dit il a le droit de vie et de mort sur des discussions de plus de 2 milliards d'individus et il possède toujours plus de 60% de la société. Donc aujourd'hui, si Mark Zuckerberg dit demain, eh bien les technos, j'ai plus envie de la page, je la supprime, ben globalement on n'a pas grand-chose à dire. Il est sur son site et voilà, on peut l'attaquer en justice. On est chez lui. Oui, on est chez lui. Et c'est lui qui décide. Personne dans la société n'a le pouvoir de pouvoir lui dire ben non, tu fais des conneries et tu peux pas. Donc il dit même si aujourd'hui Marc reste une personne positive, il dit ben c'est civilement et ça pose un problème de risque et il est temps qu'au vu de la taille de la société et au vu des risques et de tout ce qui s'est passé, on coupe le truc. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il sort maintenant du buisson, non, je ne sais plus comment on dit. Du bois. Du bois, oui, merci. Ouais. Il sort du bois. Ouais. Spécifiquement du bois, mais il fait de longues déclarations. Je vous engage à aller lire l'article, parce que comme d'habitude, les sources sont sur le site Les Technos. Oui. Donc je vous engage à lire la suite, mais effectivement, probablement qu'on commence la prochaine campagne électorale américaine et que ce type de news en fait partie. Et campagne européenne chez nous aussi, parce que ça peut avoir aussi des... Ça va beaucoup plus vite chez nous, c'est dans 15 jours. Hein. Oui, c'est dans 15 jours, mais quand on voit comment c'est goupillé le Brexit, c'était aussi Facebook derrière. Enfin, il y avait un fond... donc voilà, c'est mondial, quoi. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement uniquement parce que ça peut impacter l'Américain moyen. Non, c'est la Terre entière, c'est le monde entier. Et ça peut faire peur dans un certain sens. Il y avait le F8, donc la conférence technique, on va dire, de Facebook. Là, c'était la semaine passée. On n'en a pas parlé la semaine dernière. Je l'avais remarqué après coup à nos amis chroniqueurs, Sébastien, l'autre Sébastien, et voilà. Et on n'en a pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire, manifestement, quand on gratte un petit peu. Non, en fait, dans toute la conférence, Marc a ressorti plusieurs fois. Marc, on est copains. Hein. Oui. Et il a ressorti plusieurs fois pas mal de news sur ce que il voulait faire de Facebook au niveau vie privée. Donc il dit voilà, on a entendu ça et donc au niveau du contrôle, on va vous faire ça, on va vous donner contrôle à ça, on va vous aider à ça et on va faire etc. Et donc il a fait toute une série de promesses. Tout en minimisant aussi un petit peu par moment. Oui, mais en même temps, il n'y a rien aujourd'hui. C'est juste dans le futur, on va penser à le faire. Et ce qui est très amusant dans l'historique des événements, c'est que lui a fait toutes les promesses. Alors on en a très peu parlé aussi, mais en même temps, Google la semaine suivante a mis en place toute une série de points que Mark Zuckerberg a dit, nous on va vous le faire dans le futur, et Google a donné ce pouvoir. Oui. Pas tout, mais et là non plus, on n'en parle pas beaucoup ici, mais Google a fait toute une série d'efforts qui sont quand même intéressants sur la manière dont on peut gérer notre vie privée et dont Google le fait automatiquement pour nous, pour une série de points. Par exemple, ils se sont, je termine juste sur ce point-là, sur Google, ils se sont accordés pour oublier automatiquement, après quelques mois, vos historiques de navigation, vos historiques sur le web, etc. Donc avant, tout ça c'est stocké ad vitam aeternam. Maintenant, ils se sont dit, sur des durées qui sont assez courtes, réellement sur ce qu'ils veulent, ils disent, on va supprimer tout ça.
Oui. Donc voilà, c'est des premiers points qui sont positifs et transparents, et Facebook l'a promis, et Google le fait. Et de nouveau, c'est Facebook qui est, enfin, la manière dont Marc s'exprime en public et s'est exprimé, ça ressemble une fois de plus à une énième excuse. Voilà, et on va faire, mais on ne voit rien venir, effectivement. Et donc c'est ça qui commence à agacer, même si ça ne transpire pas dans les chiffres. Il n'y a pas un désengagement massif de gens sur Facebook. Vous l'aurez noté au passage, même si on est quelques-uns à avoir un petit peu lâché du lest en disant bon, ça va, Facebook, maintenant on va le mettre un peu de côté et on va passer à autre chose. On est quelques-uns à le faire, mais malgré tout, il reste quand même une garde pignon sur rue, comme on dit, avec son site. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas ce qu'il faudra pour que les gens s'en désengagent de manière un peu plus définitive, un peu plus radicale. Je ne vois pas quel drame pourrait se nouer pour que les gens ouvrent un peu plus les yeux. Ça, par contre, c'est une question qui reste ouverte, à mon avis. On ne va pas donner la réponse aujourd'hui. On va regarder un petit peu pour les épisodes prochains. La lettre M comme Microsoft, mais comme Marc aussi, pour parler de Microsoft qui fait de la résurrection. Mais de quoi exactement ? Ouais. Alors, je vais probablement parler d'un temps que les plus jeunes de nos auditeurs ne connaissent probablement pas. Je parle quand même de l'époque où le top des séries télé, c'était Hélène et les garçons, où le top de la musique, c'était les Spice Girls. Ça situe un peu l'époque. J'ai pas rêvé de citer Hélène et les garçons dans un podcast. Oui, absolument. Ce sont des références culturelles, monsieur. Le miel et les abeilles aussi. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Mallory Nataf avec les F-1 et donc, on commençait à découvrir un tout nouveau système d'exploitation qui s'appelait Windows 95. C'était la grande révolution de Microsoft. C'était un truc tout beau, tout nouveau, magnifique, qui était une sacrée évolution par rapport à Windows 3.11 et même par rapport à Windows NT, mais comme tout système d'exploitation franchement différent, franchement nouveau, bourré de bugs, bourré de trucs un peu approximatifs et bourré de trucs assez gênants, comme par exemple le fait qu'il a bien cassé les pieds à tout le monde, c'est que pour changer de résolution d'écran, il fallait rebooter le PC. C'était un peu casse-pied. Et donc, Microsoft, pour pallier à ce genre de petits détails assez ennuyants, a rapidement sorti, à l'époque, ce qu'ils appelaient les Power Toys. C'était une série de petits utilitaires qui étaient disponibles et qui vous facilitaient la vie sur plein de trucs pratiques, effectivement, donc comme les recherches, le changement de résolution à la volée, le lancement automatique d'un CD, ce qui n'existait pas avant. Quand vous mettiez un CD, vous deviez aller cliquer vous-même sur une icône pour lancer le truc, changement de taille de l'image, ou même un peu plus tard sur Windows XP, les premiers bureaux virtuels. Donc toute une série de trucs qui n'étaient pas embarqués d'office dans le système. Les trucs ont été mis au rebut à partir de Windows XP, justement, Microsoft les a laissés pourrir gentiment, parce qu'ils ont été, en fait, à partir de là, directement intégrés dans le système au fur et à mesure qu'on rajoutait des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, ici, à partir de cet été, Windows 10 va avoir ses propres Power Toys, et ce qui est sympa, c'est que Microsoft les sort en open source. Ils seront disponibles sur GitHub, et vous pourrez aller jouer avec, vous pourrez les télécharger. Alors, pour l'instant, il n'y en a que 2, qui ne sont pas forcément des plus intéressants, mais ils ont le mérite d'exister. Le premier permet d'envoyer une fenêtre sur n'importe lequel des bureaux virtuels, simplement en passant votre curseur de souris sur une icône particulière. Et la deuxième fonction, qui est pas mal du tout, qui fonctionne, elle, par contre, déjà, et qui est très utile sous macOS et sur iOS, c'est en appuyant sur une combinaison de touches, voir automatiquement toutes les combinaisons de touches possibles selon le contexte de l'application où vous êtes. Voilà, c'est un truc qui est assez sympa. Donc voilà, ça ne devrait pas rester isolé bien longtemps, ça devrait être bientôt suivi par d'autres petits autres utilitaires assez sympathiques. Et voilà, pour ceux qui ont connu les Power Toys à l'époque, c'est un petit moment de nostalgie bien sympathique et ça a le mérite d'exister. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Moi, maintenant, j'y pense du coup à cause de ta news. C'est ce que tu viens de dire, c'est tout ce qui est raccourci clavier. Il y a des fois des trucs qu'on a complètement oubliés ou zappés et qui sont tout à fait pratiques et on passe complètement au travers. C'est un truc que moi j'ai noté il n'y a pas tellement longtemps. Et le problème, c'est que on ne rajeunit pas et qu'on n'a pas beaucoup de mémoire non plus à un moment donné et que donc ces fameux raccourcis clavier, on s'émeut en les voyant en disant « Oh, c'est chouette, c'est pratique » et puis on les oublie. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Seb, as-tu ce genre de problème ?
Non, parce qu'il y a un truc qui est magnifique avec les raccourcis clavier, qui fonctionne sur quasi tous les OS, c'est à partir du moment où tu appuies sur le Alt, en général, il souligne la petite flèche, le petit, enfin tu vois, si c'est F pour fichier, l'autre petite touche avec laquelle tu peux travailler. Alors, ça ne fait pas tous les raccourcis, mais ça t'aide déjà quand même pas mal et tu dis, ceux-là, je peux les oublier. Oui, c'est ça, on peut déjà passer... Parce que c'est ça, en fait, on essaie d'avoir un petit truc mémotechnique pour se rappeler du truc, et puis voilà, c'est... des fois, ça change aussi. Et ça, un jour, on pourra les oublier parce que nous aurons enfin des claviers qui pourront avoir des touches contextuelles. Oui, voilà. On rêve, hein. On rêve. À mon avis, ça va venir, mais... Tu vas nous remontrer ton clavier. Oui, c'est ça, je fais comme à chaque fois. Comme à chaque fois, je vous le montre. Hein, voilà, ça donne ça, voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a que 15 touches. On va pas très loin. Il existe des claviers complets avec des écrans e-ink à la place. Oui, et alors on rentre sur le truc, LDLC, on a parlé. Oui, donc... Alors, je vous ramène à l'épisode 180... je pense qu'on en a déjà parlé, effectivement. 10 fois. 10 fois, bah, au moins. Ça fera 11, voilà. Exactement. On est de nouveau sur la lettre M comme Microsoft. Microsoft qui intègre un noyau Linux dans Windows. Alors, il y en a qui font le chemin vers Linux, hein, comme Sébastien. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que Linux vient à toi. Même si tu restes sous Windows. On a un peu parlé de Chromium intégré à Edge il y a pas quelques minutes. Et là, maintenant, c'est carrément le noyau Linux dans Windows. Sébastien, que peut-on en dire ? Écoute, pour le moment, pas encore grand-chose. À la base, nos amis Microsoft avaient mis un bash, donc un des outils les plus sympathiques sous Linux, qui effectivement te permet de faire toute une série de fonctions bien plus facilement que ce que tu avais sur un terminal Windows. Mmh. Voilà, le bash, c'est la base de la console sous Linux. Et maintenant, effectivement, tu as le noyau qui arrive. Je reste assez dubitatif sur la news parce que effectivement, bon voilà, ça permet de faire fonctionner ça permet d'ouvrir un certain monde Linux sous Windows, mais en général, c'est quand même plutôt beaucoup d'applications Windows qui n'arrivent pas à tourner sous Linux, genre un Office. Bah, ça reste toujours un peu pénible, même si on a du Wine pour le faire tourner. Voilà, moi, sur le plus long terme, je me pose un peu la question de ce que veut faire réellement Microsoft et ce que devrait faire Microsoft. Parce qu'effectivement, si on commence à réunir les deux mondes, comme de la même manière qu'ils ont abandonné leur navigateur, est-ce qu'à un moment, ils ne devraient pas prendre le pli d'abandonner leur OS ? Alors voilà, c'est peut-être un petit peu c'est radical. Radical comme proposition, mais ils savent faire, ils ont tellement je veux dire, la force aujourd'hui de Microsoft, c'est pas leur OS, c'est leur écosystème. C'est les outils qui vont derrière, c'est la compatibilité avec tout ce qu'ils proposent. Donc, à partir du moment où eux disent on peut faire tourner sur un noyau Linux tous les outils qu'on a sous Windows aujourd'hui, et c'est possible parce qu'avec Wine, si tu mets les ingénieurs de Microsoft derrière et tout leur code source et leurs connaissances, ils peuvent faire tourner un Office Picobello, ils peuvent faire tourner quasi tous les logiciels qu'ils ont envie Picobello sur base d'un noyau Linux. Alors, pourquoi se casser la tête à travailler sur deux noyaux alors que fondamentalement, on a autre chose à faire aujourd'hui que de travailler sur le noyau d'une machine, tu vois, c'est pas le truc qui va te donner le plus grand avantage par rapport à un autre concurrent, par rapport à un Mac OS X. On va pas dire super, c'est le noyau qui est meilleur que Microsoft. Non, on se base sur l'interface, on se base sur l'ergonomie, on se base sur l'écosystème. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est un peu couillu de dire ils doivent abandonner leur OS, mais si le gars est un peu couillu, peut-être qu'effectivement c'est une option qui serait intéressante et pour avoir un Windows qui fonctionnerait sur ARM, sur un x86, que ce soit sur un Raspberry, alors qu'ils ont fait les efforts de porter sur un Raspberry. Là, tu vois, ils pourraient simplifier leur écosystème. Voilà, je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais
il s'en rapproche. Mais il s'ouvrira en tout cas un peu plus encore les portes de l'industrie de manière plus globale, parce qu'il y a des outils qu'on utilise, par exemple dans le son ou dans l'industrie mécanique ou autre, où derrière c'est du Windows qui tourne péniblement des fois, mais c'est Windows derrière, comme ça pourrait être un autre OS, hein, soyons clairs. Et ça ouvre quand même des perspectives d'avoir quelque chose qui puisse effectivement tourner sur différents types de processeurs, d'être un peu plus universel, j'ose le terme. C'est ça. Et en même temps, tu vois qu'il y a quand même pas mal de points qui rajoutent. Hein, tu prends un Linux en mode serveur, ça fonctionne en console pure et dure, il n'y a pas d'interface graphique, donc les machines, elles sont ultra légères. Et tu mets un Windows à côté, bah, le Windows, tu es quand même déjà parti sur toute une surcouche qui casse un peu la tête. Et puis demander à un ingénieur d'aller se connecter avec une souris pour aller relancer un service, alors que de l'autre côté, il automatise avec un script sous Linux, bah, le choix est vite fait. Ce qui fait que tu as des versions de Windows où ils ont commencé à vouloir se dire on ne fait que de la console, mais on ne fait plus d'interface graphique. Mais le truc tourne toujours derrière d'une certaine manière. Donc, tu vois qu'il voilà, y a une certaine évolution qui, moi, me semblerait assez naturelle en disant effectivement, à un moment, bah, on se dit qu'on va réintégrer le chemin qu'on n'a pas voulu prendre pendant des années. Ouais, je dirais que j'inviterai nos auditeurs à réagir là, sur cette affirmation, j'ai envie de dire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Éventuellement, laissez un commentaire dans un sens ou dans l'autre, hein, dans le sens que vous voulez, un commentaire par rapport à cette idée, quelque part, d'abandonner quelque part Windows ou d'avoir quelque chose de plus proche encore de Linux, quoi. Et si je me permets d'ailleurs pour le rajouter un peu sur Linux, il y a le kernel 5.1 qui vient de sortir et le 5.2 qui est prévu pour l'été. Et dans le 5.2, il y a une fonctionnalité qui est quelque chose de très important pour Microsoft et que Apple a refait à l'époque dans son noyau parce que ça lui cassait la tête, c'est de pouvoir, sur un certain type de file system, dire on ne se pose pas la question du casse du fichier. C'est-à-dire, si tu lances ton fichier avec les technos avec un L majuscule, et que tu oublies le majuscule, il ne le trouve pas. Et bien, sous Windows, il le trouve toujours parce qu'il majuscule, minuscule, s'en fout, c'est tout pareil. Sous Linux, la majuscule est importante. On y tient, c'est de la sémantique, monsieur. Eh bien, effectivement, non. Maintenant, sur le file system, sur de l'X4, à partir du noyau 5.2, on aura la possibilité de se dire, non, finalement, la majuscule, on s'en fout, comme dans les autres systèmes. Donc, ça, tu vois, il y a une certaine convergence qui est possible. Ok, bon. Je ne sais pas si Marc avait envie de rajouter vite fait quelque chose là-dessus. Je ne pense pas, je ne vois, non, je vois dire. Là, franchement, il a été, mais d'une. Voilà. Il est en pleine forme, Sébastien. C'est un Sébastien. Ah, t'as vu les couleurs et tout. C'est dingue, c'est un Sébastien avec un nouveau noyau. Alors, c'était un Sébastien avec des pépins. On est à la lettre S comme Samsung qui annonce un capteur de 64 mégapixels pour smartphone. C'est qui nous en parle? C'est le nouveau Seb, tiens, voilà, tant qu'il t'en forme, hein, profitons-en. T'as vu ça? Alors maintenant, on est en train d'annoncer des smartphones avec du 48 mégapixels. On est reparti, hein, la course est bonne. Là. Et du coup, Samsung, il se dit 48, c'est naze. 64, les gars. Oui, bon, alors la semaine prochaine, on vous annonce 260. Ça aide peut-être aussi à faire oublier les écrans qui se plient. Hein. Oui, c'est ça, oui. N'empêche, c'est une marque de fabrique. Tu vois, Apple, il disait nos écrans ne plient pas. Samsung, il plie. Oui. Et en plus, ils le vendent. Mais ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils étaient prêts à les revendre. Hein, donc, voilà, les racheter. On ne sait plus, finalement. En attendant, c'est quand même couillu ce qu'ils ont fait sur le marché. Ça est en passant. Hein. C'est quand même une prouesse technologique, même si pour ce prix-là... Oui, c'est une prouesse technologique, mais on ne va pas rentrer dans un débat, mais ça ne sert à rien. Je dirais, un écran qui plie, ça ne sert à rien. Je veux dire. Voilà. Enfin bref, ici, on parle d'un capteur 64 mégapixels. Un capteur 64 mégas. La course au capteur. C'est la course au capteur. Donc, on était resté assez calme pendant des années en se disant, on reste assez des trucs... Allez, 10, 16, enfin un truc comme ça, on tournait autour des 16-20, ça tournait bien. En un coup, ils se sont dit, on va faire du 48, maintenant on est sur du 64 carrément, avec des smartphones qu'on peut déjà espérer avoir du 64 avant la fin de l'année, parce que Samsung, il va vendre à tout le monde, là, il s'en fout. Ce qui est intéressant quand même dans ce truc, hein, donc c'est non seulement effectivement il fait du 64 mégapixels quand il fait beau, hein, quand il a suffisamment de lumière, sinon il redescend sur du low, il n'a pas assez de lumière sur du 16 mégapixels, donc on pleure quand même pas non plus. Non.
Et il est capable de faire du HDR, avec jusqu'à 100 décibels. Là, par contre, je ne fais pas de photo, faut pas me demander ce que c'est du 100 décibels en HDR. Toi, peut-être. Je ne sais pas pourquoi on met des décibels dans du HDR, peut-être que Benoît pourra nous expliquer, ou quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est une question de bande passante, ou une autre manière de l'exprimer, je ne sais pas. C'est l'HDR qui crie fort, hein, c'est du 100 décibels. Et signal, je ne sais pas, après le genre. Oui, c'est ça. Oui. Et il est capable de faire du Full HD à 480 frames par seconde. Donc là, on est quand même assez chaud. Et qu'est-ce qu'il disait d'autre? C'était déjà pas mal. Ouais. Non? Oui, c'est bien. Et c'est sur le marché ou pas encore? Ou c'est juste une annonce? Alors, c'est pas sur le marché, mais ça va arriver dans les prochains mois. C'est production pour l'été. Hein, donc, fin d'année, c'est bon. Quoi. Ok, bon. Fin d'année, c'est dans les smartphones. On va faire des chouettes photos à 64 mégapixels avec son smartphone cet été, alors? Ou un peu plus tard? Plutôt cet hiver. Ce sera les bonhommes de neige en 64 mégapixels. Je sais pas, tu vois, après les batteries qui explosent, les écrans qui cassent, j'ai peur, moi, maintenant. Je me demande si ces trucs, je sais pas, ils vont pas exploser ou nous crever les yeux, ou tu vois, un truc... voilà. Ah bah là, ils vont commencer à voir beaucoup mieux que nous, par contre. Hein. Oui, c'est ça. En fait, vous ne voyez pas bien. En fait, ils vont faire des lunettes. C'est-à-dire, vous ne voyez pas bien une correction, etc. Il suffira de regarder au travers de son smartphone. On délire un peu. Non, attends. Oui. Tu rigoles de ça, mais dans les conférences de Microsoft, il y a effectivement un truc avec le HoloLens pour pouvoir aider les malvoyants, pour pouvoir comment dire, mettre les bords plus durs, pour aider. Donc ça, c'est une partie de la technologie auquel on n'avait pas directement pensé en disant le HoloLens, ça va être génial, on va jouer avec. Mais par contre, tu vois un mec qui a des problèmes de vue, tu lui mets ça, et en un coup, le petit bord que tu ne voyais pas, parce que le trottoir, il est comme ça, et en un coup, il augmente le contraste, c'est génial. Mais ne serait-ce qu'une fonction loop, puisque ça te permet de zoomer quand même assez fortement, pour les gens qui ont des problèmes de vue, ça peut dépanner d'une manière ou d'une autre. Par contre, de dire après 4 heures, je suis désolé, mais je ne vois plus, ma batterie est plate. Oui, c'est ça. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, ma batterie est plate. Sinon, une autre utilisation toute trouvée, c'est pour le gouvernement chinois, avec des capteurs de 64 mégapixels ou 256 mégapixels, ils pourront compter le nombre de poils de barbe sur la tête des gars. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des poils en trop. On va lui retirer des poils. Voilà. Ça va être comme ça que ça va se passer à un moment donné, oui. Ouais. On est à la lettre T comme Tesla. Tesla qui augmente son capital de 2,1 milliards. C'est quand même pas rien, Marc. C'est quand même pas rien, mais il fallait bien compenser les moins 31% de baisse de livraison par rapport au premier trimestre 2018. Donc ils se sont quand même mangé un gros down, principalement dû aux baisses de commandes sur les modèles S et les modèles X. Malgré la très bonne tenue de la modèle 3, les chiffres n'ont pas suffi à faire de Tesla une boîte autosuffisante, pas encore. Donc, ils ont été obligés de remettre la main à la poche, de faire remettre la main à la poche aux différents investisseurs qui font partie du capital. Et donc, 750 millions de dollars vont être récoltés suite à la vente d'actions et 1,6 milliard de dollars vont être émis en obligations. Ça devrait permettre déjà dans un premier temps d'assurer le paiement d'une grosse dette qui devait être honorée. Et puis bon, c'est un peu symbolique, mais pour rassurer les marchés, Elon Musk lui-même s'est fendu du rachat de 25 millions d'actions. D'accord. Pour 25 millions d'actions. Voilà, pas grand-chose à dire d'autre, effectivement. Donc, mais il y a des analystes qui commençaient à douter un petit peu de la capacité, qui doutent depuis un certain temps, mais qui, sur le long terme, doutent de la capacité de Tesla à arriver un jour à un stade où ils seront break-even. On peut pas forcément ne pas être d'accord avec eux, puisque Tesla engloutit des montagnes de fric, mais à un rythme hallucinant. C'est vrai qu'au niveau technologie, au niveau logiciel, au niveau expertise, ils sont en train de gagner vraiment une place incroyable dans le monde, mais cela se fait au prix peut-être de la survie d'une société qui un jour n'arrivera plus à aligner les bifetons les uns après les autres et qui va se retrouver stupidement à court de liquidité, parce qu'il ne faut pas oublier derrière qu'ils ont des projets
toujours aussi pharaonique. Ils veulent développer des centres de livraison supplémentaires et d'assemblage supplémentaires en République tchèque et en Islande, principalement pour la Model 3. Ils veulent créer une nouvelle usine sur Shanghai. Ils veulent se spécialiser encore plus et se diversifier, enfin se spécialiser encore plus sur la création de batteries, la fameuse Gigafactory 3 qui va bientôt voir le jour normalement si les pépettes le permettent. Et puis bon, il y a aussi encore d'autres modèles qui sont en cours. Il y a la modèle Y, on se rappelle la fameuse blague de Elon Musk qui voulait son sexy au caractère, finalement ce sera S3XY, tant pis. Il y a la Roadster, il y a la Semi qui arrive, donc voilà, les projets bouillonnent. Ouais. Il faut simplement voir si à un moment donné, les pépettes vont suivre. Et il va surtout falloir réaliser ce qui a été annoncé, parce que tu as parlé de tout ce qui a été annoncé, mais tu n'as juste pas parlé des camions, parce que ça reste aussi dans les cartons, cette histoire d'outils professionnels, on va dire. Ça aussi, ça doit être encore réalisé. Et là, ils vont plus avoir les moyens de faire de nouvelles annonces tant qu'ils n'auront pas réalisé au moins la moitié de ce qu'ils ont promis. Ça va être difficile de faire de nouvelles annonces et de rester, on va dire, en haut de l'affiche pour les années qui viennent, quoi. Ça, c'est clair que ça va être un petit peu compliqué. Ouais, mais enfin, bon, en même temps, c'est pas comme si Musk dirige Tesla de la même manière depuis toujours, en annonçant des tonnes de trucs, donc, et il lance un peu n'importe quoi et il voit ce qui retombe et comment ça retombe. Maintenant, bon, les trucs ont été teasés parfois bien avant. On se rappelle la Model 3, quand elle a été teasée, il y a des gens qui ont dû attendre 2 ans et demi avant de la voir. Sur un truc aussi différent que le modèle professionnel avec le semi, je suppose qu'il y a déjà d'autres attentes. On se rappelle que Tesla n'est pas le seul à travailler sur le marché du semi-remorque autonome, enfin du tracteur de semi-remorque autonome. Il y a d'autres firmes qui sont actives sur ce niveau-là, sur ce segment-là. Et il ne faut pas oublier non plus que même avant que le truc existe, ne fût-ce que sur plan, bon, il y a eu des prototypes, mais sur plan de conception de grande série, des milliers d'exemplaires ont déjà été achetés. Il faudra les honorer, bien sûr. Évidemment. Mais ils ont déjà fait la lettre T comme Tesla. Ben oui, je vous avais dit qu'il y aurait plusieurs fois la même lettre. T comme Tesla, une fois de plus, cette fois-ci pour parler d'un upgrade, mais là d'un upgrade carrément de voiture, Marc. Ouais, c'est sympa. Effectivement, Tesla continue à faire des upgrades assez amusants. Alors, le dernier upgrade, c'était un upgrade hardware, on se rappelle. Ils ont modifié l'efficacité des batteries et les rendements de celles-ci, ce qui fait que, à capacité égale, les modèles X et modèles S ont gagné à peu près 10% d'autonomie, ce qui est pas mal. Voilà. Bon, ils ont profité pour ajouter un peu le prix, parce que rien n'est gratuit dans ce bas monde, ma madame. Mais ils ont aussi rajouté ici une fonction qui est assez amusante, qui est assez intéressante et assez pratique. C'est que finalement, bientôt, votre Tesla va être capable de s'auto-diagnostiquer. Et Elon Musk, toujours lui, compare ça de manière assez amusante à le fait que vous ne passez plus par le médecin, vous allez directement à la pharmacie. Alors en gros, comment ça marche ? Le logiciel embarqué dans la Tesla est capable d'autodiagnostic. Donc, il est capable de faire de la détection de panne, suivant des modèles mathématiques qui permettent de prédire l'occurrence de telle ou telle panne, ou carrément de la détecter, s'il peut prévoir qu'une pièce va tomber en panne, ou qu'il y a une pièce qui tombe en panne. Il est capable de se connecter au serveur de Tesla et de commander la pièce pour vous. Et la pièce, lors de votre prochain entretien, vous attendra dans votre centre de référence et vous serez averti par un message qui vous dit « Attention, cher utilisateur, la pièce Intel de votre modèle Intel est en panne ou va bientôt tomber en panne. Nous avons pris la liberté de la commander pour vous. Elle vous attend. Merci de prendre rendez-vous avec votre centre pour l'entretien et la réparation. » Et après, ça ira même plus loin parce que vous savez que Tesla aime bien aussi agréger un peu les choses et s'appuyer sur des écosystèmes qui existent déjà pour fournir une expérience la plus diversifiée possible. Il y a déjà moyen d'intégrer son agenda Google dans Tesla, dans le logiciel, etc. Donc à terme, le truc saura détecter un slot libre dans votre agenda sur base des contraintes que vous lui aurez données, c'est-à-dire tel jour, tel jour, tel jour, pas entre telle heure et pas entre telle heure, et prendre rendez-vous pour vous. Elle est pas belle la technique ? Magnifique. Magnifique. Sébastien, je suis sûr qu'il y avait un truc à rajouter. Oui, non, moi je trouve, alors c'est sympa la transparence de la pièce machin est morte et on va vous la remplacer. D'autres constructeurs le font déjà. Il y a une télémaintenance sur la plupart des bagnoles
d'assez haut de gamme, qui est faite automatiquement, pour la mienne en l'occurrence, je ne vais pas la citer la marque, on s'en fout, mais il y avait effectivement un truc à vérifier. C'est le garage qui m'a appelé automatiquement en disant pim pim pim, les gars, bon ben alors on prend rendez-vous, t'es au courant de rien, et en fait c'est la voiture qui en même temps me poussait, mais là tu n'as plus que X milliers de kilomètres, et tout était organisé automatiquement, alors que normalement je devais encore avoir 15 000 kilomètres avant mon prochain entretien. J'imagine qu'au niveau de la logistique, pour le garage, au niveau de la logistique, c'est quand même pas mal, parce que ça leur permet déjà de commander la pièce. De savoir ce que la voiture dit avant qu'elle arrive. Et donc, ils peuvent déjà commander la pièce, enfin la faire venir au garage, comme ça, il n'y a pas de temps d'attente, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais soyons honnêtes, nous, c'est drôle comme geek, on regarde et on dit, ah bah oui, on voit que telle ou telle pièce est cassée, et on a le rendez-vous pour ça, donc on se dit, c'est génial. Mais que le garage t'appelle pour te dire simplement, on a détecté une panne et tu passes quand tu veux, t'as pas besoin de savoir pourquoi qu'est-ce, mais tout le monde, il va y aller, tu vois, les yeux fermés. Donc là, c'est une démonstration technologique, c'est très sympathique, mais voilà. En plus, ceci étant dit, en plus sur une Tesla, on l'a souvent dit et ça s'est confirmé, c'est qu'il n'y a pas énormément de pièces qui cassent ou d'usure, à part les pneus, peut-être un peu des freins, et encore on freine quand même beaucoup sur les moteurs, donc les freins sont moins sollicités malgré tout que sur une voiture thermique. Je pense qu'il y avait une histoire de filtre à air pour l'habitacle, pour qu'on puisse respirer dans l'habitacle, qui devait vraiment être changé très régulièrement. Donc voilà. Moi, je pense qu'il va falloir brancher Marc sur ce genre de... Et directement, comme ça, la pharmacie, ils savent directement ce qu'ils doivent commander, etc. Ce que vous avez entendu, c'était le petit spray pour les narines de Marc. Aujourd'hui, c'est pas bon jour. C'est pas 100 jours même. Mais bon, Marc, bravo pour l'effort. Tiens encore un tout petit peu, tiens encore 5 minutes. Hein, on va dire ça. Non. On est à la lettre W, donc vous voyez, on arrive au bout. W comme World War III, c'est la Troisième Guerre mondiale. La NSA et la Chine, c'est une belle histoire. C'est pas vraiment une histoire d'amour, Sébastien. Bon, presque. Ouais. Oui, parce que alors ça a commencé par tiens, on dirait que les Chinois utilisent des outils de la NSA. Alors tout le monde se pose un peu la question, on dit mais enfin comment ils ont fait, ils ont piraté la NSA, donc c'est pas possible, ils ont été tout piqués. Et en fait non. Alors Symantec a un peu gratté, donc firme de sécurité qui a fait sa petite publicité sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est intéressant. Et c'est assez drôle l'histoire, je veux dire. En fait les Chinois ils ont rien fait du tout, ils ont juste attendu. Donc ils avaient des petites machines et puis un jour la NSA s'est dit je vais attaquer les Chinois. Et les Chinois qui étaient derrière leur PC, leur écran, ils se disent « dis donc, qu'est-ce qu'il fait là sur mon PC, le con ?» Et comme ils ont vu les gars de la NSA débarquer sur leur machine, ils se sont dit « les outils sont là, vite, mais la clé USB, on copie !» C'est ça. C'est un peu plus complexe que ça, à mon avis, mais c'est bien raconté. C'est ça, c'est un peu ça. Et donc les mecs, ils ont copié le truc, et après ils se sont dit « c'est sympa leur outil pour attaquer les machines, nous aussi on va l'utiliser !» Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de travailler. On met juste quelques machines sur le réseau, on attend qu'ils viennent, ils nous donnent tout, et puis nous, on s'amuse. Tu vois, c'est facile, tu vois. C'est un peu comme le type qui part à la chasse aux ours, qui va poser ses pièges, etc. Et puis les ours, ils récupèrent les pièges et ils disent je vais les utiliser aussi pour attraper des hommes, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Des femmes, elles vont chercher les femmes. Alors, oui mais non, quoi, quasi. Oui, c'est vrai, c'est le oui mais non, en fait. Mais c'est quand même grave. Enfin, grave. C'est quand même inquiétant, c'est ça que je voulais dire. C'est inquiétant. Et alors, les outils, c'est pas juste des bêtes outils, c'est quand même des trucs assez violents de piratage et d'intrusion. Ce qui fait effectivement dire à Symantec et du coup aussi à la presse américaine qui est en train de remonter tout ça en épingle, parce que de nouveau, c'est les élections et donc il faut mettre... un petit peu de politique là-dessus, c'est qu'on se dit la NSA, s'ils sont pas capables de limiter l'usage de leurs outils, peut-être qu'ils ne devraient pas utiliser ce genre d'outils. Donc si c'est pour les donner à l'ennemi, entre guillemets, parce que c'est pas des États amis pour le moment, peut-être qu'il faudrait éviter ce genre de bêtises, parce que
on donne à l'adversaire ces outils et on commence une certaine escalade. Et donc, voilà, là, c'est pas excellent. Il faut garder ça pour le jour où. Bon, voilà, c'est un discours assez guerrier. Hein. Ou alors, il faut comme sur certaines machines de guerre, des systèmes d'autodestruction qui, à partir du moment où ça tombe entre de mauvaises mains, ça disparaît, ce n'est pas utilisable. Je ne sais pas si en termes d'informatique ça s'appellerait comme ça ou ça fonctionnerait de la même manière. Mais... Si, un remote kill switch, ça existe, mais généralement, quand ils te mettent la main sur un truc pareil, c'est le premier truc qui désactive. Hein. Oui, c'est ça. On va débrancher la prise et puis on va s'en occuper. En attendant, pour être quand même le côté moins drôle de l'histoire, la NSA qui a donc donné involontairement cet outil au groupe de hackers chinois, les mecs, ils ont déjà attaqué en attendant la NASA, donc tout ce qui est programme spatial, satellite et le programme nucléaire. Donc, on ne parle pas juste d'aller hacker le site web et le défacer de Monsieur Tout-le-Monde, on va quand même sur des trucs assez violents. Donc, à partir du moment où tu mets ta sécurité en jeu, peut-être qu'on devrait éviter ce genre de conneries. On arrive au bout de cet épisode. Merci Sébastien. On arrive au bout de cet épisode de 213, qui était bien dense en termes d'actualité. On va encore remercier Marc de sa participation, malgré une santé un peu chancelante. Ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, maintenant il va se reposer. Hein, il va faire un gros dodo, prendre un grog, et ça va aller tout de suite mieux. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. On se retrouve évidemment très bientôt. Vous, chez vous, n'hésitez pas, une fois de plus, à mettre sur YouTube des pouces, à vous abonner, évidemment, si vous en avez la possibilité, ou l'envie. N'hésitez pas également à mettre des petites étoiles sur les plateformes de podcast quand vous vous y trouvez. Ça nous permet de mieux nous faire connaître, comme par exemple, de temps en temps, échanger un petit peu de visibilité avec notre nouvel ami Bruno. Je vous invite de nouveau à aller jeter un petit coup d'œil, ou un gros coup d'œil, sur son carnet, moncarnet.com. Vous allez voir, c'est vraiment sympa comme tout ce que propose Bruno, donc voilà, et on en reparlera peut-être à l'occasion. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, on les lit, comme vous avez pu le voir au début de cet épisode, on les lit, on y répond aussi très régulièrement. Merci à vous, merci les gars, et on se dit à très bientôt. Salut. À bientôt.